pour un regard plus éclairé sur la situation, nous recevons sur le plateau notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Salmi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous l'avons suivi ces derniers jours, la jeunesse est descendue dans la rue pour faire entendre ses revendications. Hier, certains rassemblements ont donné lieu à des débordements. Quelle analyse faites-vous du climat social actuel ? Ça fait donc 5 jours qu'il y a ces manifestations depuis samedi dernier. Première interrogation, évidemment, le climat social, il est difficile, il est lourd. Sur le plan national, pour un certain nombre de raisons qui sont connues, lesquelles le taux de chômage qui est de 13,2% avec 1 600 000 chômeurs, 300 000 diplômés chômeurs sans emploi, la détérioration du pouvoir d'achat, et puis l'absence de perspective d'amélioration, malgré la politique publique en faveur des aides sociales qui sont intéressantes. Vous savez qu'il y a une aide sociale directe, il y a l'AMO, tout ça, etc. C'est connu. Bien. Deuxième observation, ce sont des manifestations qui se sont cristallisées à partir d'un fait. Lequel ? C'est les 8 femmes qui sont mortes après des césariennes à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Je crois que ça, c'était un élément choc, un choc national, parce que tout le monde a pris conscience de la gravité de la situation. Et donc, c'est des répliques. À partir de ce choc, des décès du 15-16 septembre, etc., il y a quelque chose de fondamental. Et donc, ça a contribué à exacerber les attentes sociales, les revendications et un certain nombre de positions sur le déficit du système de santé, bien sûr, et on y a adjoint également le déficit pour ce qui est de l'éducation. Et on y a également ajouté un autre fait, la lutte contre la corruption. Donc voilà, bien. Alors il faut observer que ces manifestations se voulaient pacifiques. Elles sont illégales, il faut le dire. C'est illégal, pourquoi ? Parce qu'il y a l'article 29 de la Constitution qui prévoit évidemment la liberté de réunion, de manifestation pacifique, etc. Mais il y a une procédure particulière à cet égard, laquelle il faut une déclaration préalable 3 jours avant. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi ? Parce que ces jeunes ne sont pas encadrés, ils ne sont pas structurés, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentants identifiés, et donc ça a créé une situation complexe où il y a eu donc ce terreau favorable à la mobilisation qui a tourné aux manifestations pacifiques. Ça, c'est la première séquence. Samedi, dimanche, lundi. Lundi et mardi, les choses se sont compliquées. On est passé à une autre séquence. C'est-à-dire qu'avec les dégâts qui ont été relevés dans votre sujet, c'est extrêmement important et gravissime. Je vais vous donner quelques indications. Il y a eu des arrestations le week-end, notamment dimanche, etc. Mais c'était des vérifications d'identité. Ils étaient relâchés 2 heures après, etc. C'est normal que la police fasse son travail. Alors maintenant, c'est plus compliqué, parce que maintenant, c'est une situation qui s'apparente donc à une sorte de pré-guerre civile. Je vais vous donner un exemple. Vous savez combien il y a eu de blessés parmi les forces de l'ordre ? 263. C'est énorme. Et plus 23 personnes, 23 civils, bien. Vous savez combien il y a eu de véhicules endommagés, brûlés, de véhicules des forces de l'ordre ? 142. Vous savez ce que ça coûte, l'imputation budgétaire de ces 142 véhicules de police qui sont endommagés et brûlés, plus 20 autres d'ailleurs, etc. Donc voilà une situation qui est préoccupante. J'ajoute que quand on observe ce que j'appellerais la géographie des manifestations dans le royaume, c'est une géographie nationale. Ce n'est pas limité à quelques villes, etc. Ça a été cité dans votre sujet, Oujda, partout, etc., Khenifra, machin, etc. Je note qu'il y a des provinces qui n'ont pas manifesté, c'est les provinces du Sud. C'est intéressant à relever. Pourquoi ? Parce que dans les provinces du Sud, il y a sûrement davantage de responsabilité et de maturité. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. On parle souvent d'une fracture, d'un fossé grandissant entre les jeunes et les politiques publiques. Aujourd'hui, cette jeunesse fait entendre très fort sa voix. Il va falloir l'écouter.
Bien sûr qu'il faut écouter les jeunes. Il faut écouter les jeunes, mais à condition que les jeunes se trouvent des cadres d'encadrement et d'expression. D'abord, je vais vous donner un chiffre. Il n'y a que 1% des jeunes, suivant une enquête du HCP, qui sont encartés dans des partis politiques. Il y a seulement 4% qui sont dans des associations. Donc nous avons un monde qui est en dehors des corps constitués et des structures institutionnelles. Ils ne sont pas dans les partis, ils ne sont pas dans les syndicats, ils sont ailleurs. Ils sont dans un monde autre. Autre, nourri essentiellement par quoi? Par les réseaux sociaux que vous avez évoqués. Donc voilà une problématique intéressante et les politiques publiques doivent s'adapter pour ce qui est de leur communication en direction du grand public aussi, mais également en direction de ces jeunes-là qui expriment des attentes légitimes, qui expriment des besoins et qui ont des revendications. Ça a été d'ailleurs, je vous le signale, le communiqué de la présidence de la majorité qui s'est réunie, vous le savez, mardi, qui a publié un communiqué entre les trois partis, le RNI, l'Istiqlal et le PAM. Intéressant, ce communiqué dit qu'il est ouvert au dialogue, qu'il est à l'écoute des revendications des jeunes, etc., qui se propose donc d'ouvrir ce dialogue avec les jeunes. La difficulté, ouvrir le dialogue avec qui? Avec quels jeunes? Il faut des structures de représentation, il n'y a pas de leadership. Donc voilà une profession de foi de la majorité, mais qui ne peut pas avoir de suite, puisqu'il n'y a pas de partenaire identifié en face. Et donc, alors, si vous le permettez, un mot, c'est pour dire que le débat doit sortir de cette équation étriquée jeune-gouvernement. Il doit être élargi au plan national en associant les parlementaires, les élus, les syndicats, la société civile, etc. Et donc face à cette jeunesse, vous le dites, parfois livrée à elle-même, cela pose la question de l'encadrement, mais encore, quel rôle peut jouer l'école, la société civile pour mieux accompagner ces jeunes et leur offrir de réelles perspectives? Il n'y a pas un seul cadre pertinent pour ce qui est donc de la conscientisation des jeunes et les intégrer dans les problématiques de développement du Maroc. Il y a plusieurs cercles. Le premier cercle, vous le savez, c'est le cercle de la famille. C'est la structure sociale de base pour socialiser les jeunes et leur donner un certain nombre de valeurs, de comportements, etc. Bien. Il y a ensuite évidemment aussi l'école qui est la seconde maison, si je puis dire, qui doit être donc un vecteur porteur de valeurs, d'éthique, etc. Et puis c'est une responsabilité nationale. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là? Ce potentiel-là, pour la construction d'un Maroc nouveau, d'un Maroc développé, etc., il faut peut-être modifier sa communication. Ils ont contesté la construction des stades en disant « nous ne voulons pas le mondial, nous voulons autre chose, etc. » Il faut leur expliquer que les grands chantiers d'infrastructures qui sont structurants sont une condition du développement du Maroc et qui seront à terme créateurs d'emplois. C'est la problématique de notre politique de développement. Pourquoi nos investissements génèrent peu d'emplois? Ça, c'est un débat qui est posé au gouvernement et aux politiques publiques actuellement. Je vous remercie, professeur Moustapha Shahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous.